Retour sur ce plateau du Monde en 7, nous vous retrouvons pour la suite des débats avec nos invités Espero Maouli et Gabin Adjaro. Nous faisons un dernier tour de table sur la question du Mali, ce référendum qui aura lieu ce 18 juin, avant d'aborder le sujet sur le Sénégal. Espero. Oui, juste ajouter que quand même, ça va être un poids. Si Assimi Goïta reste au Mali, qui n'est plus président, qu'un autre est le président. Parce qu'à chaque fois, il serait un poids pour celui-ci, sauf si celui-ci le tire vers lui et l'accompagne en le plaçant, par exemple, comme un conseiller ou des choses comme ça. Mais s'il n'a pas de pouvoir tel que la nouvelle constitution lui donne, alors Assimi Goïta risque de faire la pluie le beau temps, et ce ne serait pas une bonne chose pour le Mali. Alors si lui-même il devient président, le problème est réglé. Donc c'est peut-être ce que certains ne veulent pas aussi. Oui, mais ce serait pour un temps, puisque ce serait un mandat limité. Il le fait, il part. Et ça lui permet au moins de continuer ce qu'il a entrepris jusqu'à présent. Et on va voir ce que ça va donner à court et à moyen terme. Et la dernière chose, c'est qu'on n'est pas obligé d'être président. Il y a Toumani Touré qui, quand il a fait il est parti. Et c'est après qu'il est revenu comme chef d'État. Donc on peut toujours faire de bonnes choses en Afrique. Il suffit qu'on ait de bonnes intentions pour le pays. Ok, d'accord. Gabin Adjaro, un dernier mot sur le Mali. Oui, vous savez, dans cette constitution-là, il y a quand même une amnistie qui est accordée aux auteurs des coups d'État 2021 et 2022. Ça veut dire qu'Assimi Goïta est en train de se protéger. Peut-être qu'il n'a pas envie de se présenter pour les prochaines élections. Et il peut revenir par après, peut-être après 1 ou bien 2 mandats, puisque le mandat présidentiel aussi est limité à 2 là-bas. Donc, pour moi, ce sont des choses à mettre à l'actif d'Assimi Goïta maintenant. Il faut quand même revoir la situation et appeler les gens pour qu'il y ait une approche beaucoup plus participative, même si dans l'élaboration de la Constitution, il n'y a pas eu cette approche-là. Il faut quand même aujourd'hui faire asseoir les gens, puisque nous connaissons très bien ce pays-là. C'est un pays où les relents religieux sont très importants. Les leaders religieux ont une certaine assise. Et c'est grâce à ces mouvements des religieux là que Assimi Goïta est là aujourd'hui. Donc il ne faut pas battre en brèche sous toutes ces personnes-là. Il faut quand même les mettre à contribution. Et aujourd'hui, c'est quand même d'amener le Mali à bon port, puisque déjà ils sont attaqués par des ennemis venus d'où on ne sait pas. Il ne faudrait pas créer des tensions en interne aussi. Ok, d'accord. Nous clôturons donc cette page pour le Mali. Prenons la direction du Sénégal à présent. Le gouvernement justifie la non-arrestation de Sonko après sa condamnation. Le gouvernement sénégalais a justifié jeudi par des délais de justice et le principe de précaution le fait que les autorités n'aient toujours pas fait arrêter l'opposant Ousmane Sonko, condamné à la prison ferme et qui est toujours resté bloqué chez lui depuis fin mai. Je vous propose d'écouter cet extrait d'une déclaration du ministre sénégalais de la Justice, puis on revient pour le débat. Donc, il faut que la décision soit disponible. Lorsque la décision est disponible, il faut qu'elle lui soit notifiée. Une fois que la décision lui est notifiée, deuxième étape, lui-même, le condamné, peut se constituer prisonnier. Ou alors, le parquet, qui a la charge d'exécuter la décision de justice, peut l'arrêter et l'amener en prison pour exécuter la décision de justice. Grosso modo, la justice sénégalaise doit faire son travail, évoluer à son rythme. La décision de justice de condamnation de Sonko ne lui a pas encore été officiellement notifiée. Voilà pourquoi l'opposant est resté bloqué chez lui sans être emmené en prison pour le moment. En tout cas, c'est la version officielle donnée par le ministre de la Justice, Gabin Adjaro. Ça fait un peu rire, que depuis ce le 1er juin. Depuis ce verdict-là, on n'a pas encore notifié la décision à Ousmane Sonko. Et moi, c'est un peu assez ridicule qu'on le maintienne dans sa maison. Mais on a dit qu'il faut laisser la justice évoluer à son rythme surtout. Ouais, il faut laisser la justice évoluer à son rythme. Je pense que ça aurait plutôt été le ministre de la Justice qui vienne faire ce genre de déclaration. Bon, j'allais mieux trouver ça. Bon, oui. Mais quand même, ça frise un peu le ridicule, que depuis le verdict, on n'ait pas notifié la notification, on n'a pas notifié la décision de la justice à Ousmane Sonko et qu'on le maintienne dans sa maison bloquée chez lui. Je ne sais pas ce que veut faire nos justices africaines. Je ne sais pas ce que cherchent nos autorités africaines réellement. Vous jugez une personne, vous le condamnez,
Après, il y a appel. 2 appels d'ailleurs, puisque la dame propriétaire du salon aussi a fait appel et Adissa aussi a fait appel. Donc, la décision d'exécution de la décision de justice est suspensive. Vous ne pouvez plus l'arrêter. Tout doit s'arrêter jusqu'à la décision de la Cour d'appel. Mais aujourd'hui... Jusqu'à présent, la première décision même n'a pas encore été notifiée. Je ne sais pas si Ousmane Sonko est un citoyen exceptionnel qui doit être gardé autrement, ou bien ils sont en train de faire la garde d'Ousmane Sonko, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais dire que bon, la décision ne lui a pas été notifiée, quelqu'un à qui vous ne notifiez pas la décision de justice, ça veut dire que bon, lui ne sait absolument rien, puisqu'il n'a pas participé au procès, il ne sait absolument rien. Laissez-le circuler dans le pays comme il veut. Il ne faut pas le maintenir comme ça, bouclé chez lui, avec des militaires, des gens cagoulés et tout. Moi, je ne comprends plus absolument rien dans cette attitude de Macky Sall et de ses sbires. Il faut quand même revoir les choses, laisser la justice faire son travail. C'est aussi permettre à ce que les prochaines décisions de la Cour d'appel puissent venir. Et puis là, on verra ce que réellement la Cour d'appel va dire. Soit la justice va se racheter en blanchissant Ousmane Sonko, parce que ce qui s'est passé lors de ce procès-là, je suis sûr que eux-mêmes, en âme et conscience, ils savent très bien que cette jeune fille-là a menti sur toute la ligne. Raison pour laquelle, en plein procès, ils ont requalifié les faits pour pouvoir condamner Ousmane Sonko. Ça, je ne sais pas dans quelle faculté de droit on a appris ça, mais c'est dans nos cieux, bien c'est dans nos pays que ce genre de choses-là se passe. Je pense qu'il faut être assez sérieux dans ce genre de situation. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko, il n'a pas la décision avec lui, ne sait pas s'il a été condamné ou pas, parce que bon, la décision ne lui a pas été notifiée officiellement. Et il y a 2 appels. Je ne sais pas si Ousmane Sonko, quand la décision lui sera notifiée, fera appel également, puisque lui se dit innocent. Je suis sûr mais il est jugé pas contumace, donc normalement il ne peut pas faire appel. Oui, mais quand la décision lui sera notifiée et que cette dame-là quand même sera appelée à témoin, il sera appelé à témoin, donc là il pourra se défendre. Donc pour moi aujourd'hui, je pense que la justice sénégalaise est en train de mettre les bâtons dans ses propres roues, et ils sont en train de se décrédibiliser. Le gouvernement dit qu'ils ne veulent pas réellement intervenir dans le fonctionnement de la justice, mais là c'est ce qu'ils sont en train de faire, et ça se voit clairement que bon, ils intiment des ordres aux juges, faites ceci, faites cela. Comment eux, ils savent que bon, la décision n'a pas été encore notifiée à Ousmane Sonko? Ils se sont renseignés, c'est le ministre de la Justice qui parle quand même. Ils le savent. Parce que Ousmane Sonko n'en a pas parlé. Ouais. Lui, il n'a jamais dit que bon, la décision ne lui a pas été notifiée. Mais puisqu'il est séquestré, il n'a jamais dit. Lui. Maintenant, quelqu'un que vous avez condamné, à qui vous n'avez pas notifié la décision, comment est-ce que vous faites pour le séquestrer? Il a fait quoi? Il a volé? Il a tué? Il y a quel chef d'accusation contre lui? Si ce n'est que ça, si ce n'est que l'accusation de viol ou bien de débauche, comment ils ont requalifié les faits là, de corruption de la jeunesse, si ce n'est que ça, il y a appel et la décision suspensive. Et je pense qu'en homme de droit qu'ils sont, ils doivent laisser Ousmane Sonko circuler librement. Et quand la Cour d'appel va à nouveau confirmer la décision du tribunal, là, bon, ils pourront l'arrêter quand la décision lui sera notifiée. Pour vous, cette déclaration du ministre de la Justice ne vous convainc pas? C'est assez bizarre, ça ne me convainc pas, c'est ridicule. Ça fait un peu rire, selon vous aussi? Non, pas un peu, beaucoup. Beaucoup. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas besoin de faire une conférence de presse pour expliquer ça. Et si on doit faire une conférence de presse pour dire que c'est parce que la décision n'est pas encore notifiée, ça c'est... Le juge peut le faire. On n'a pas besoin de 5 ministres. Hein. Oui. 5 ministres. Pour parler de ça. Puis l'affaire est devenue une affaire d'État. Oui, mais affaire d'État. Mais si vous convenez que c'est affaire d'État, tranchez que c'est une affaire politique. Or, vous voulez dire que ce n'est pas une affaire politique, que c'est une affaire purement judiciaire. Donc, ça vous crée... Je pense que ici, là, c'est que le gouvernement s'est empêtré. Le gouvernement s'est créé des problèmes. La justice s'est créé des problèmes. Maintenant, c'est comment en sortir qui va être le plus difficile maintenant. Vous voyez, c'est vrai qu'au départ, on a parlé de viol. Mais même si le procureur a dans ses réquisitoires demandé qu'on inculpe pour viol,
il appartient au juge, avant de se décider, pour corruption de la jeunesse, de qualifier le délit et de lui attribuer la peine qui va avec. Et là, en l'espèce, on a dit que ce n'était plus viol, que c'est maintenant une corruption de la jeunesse. Alors, corruption de la jeunesse, est-ce qu'on a les éléments justificatifs? Je pense que c'est là où Sonko aurait dû être présent. Malheureusement, il n'a pas été présent pour essayer de corriger. Bon, il a ses raisons. Il a dit que tout était déjà instrumentalisé, donc sa présence n'aurait pas... Il n'avait pas la sécurité. Absolument, il n'avait pas la sécurité. C'est surtout le problème de la sécurité. Il a ses raisons, mais peut-être que s'il avait été là, ça aurait pu permettre de dire qu'en réalité, corruption de la jeunesse, là au moins ça ne peut pas passer, parce que pour dire corruption de la jeunesse, je suppose que la fille doit présenter une certaine innocence. Oui. Or, est-ce qu'elle était si innocente que ça? Et ses avocats auraient pu démontrer qu'elle ne l'était pas ou qu'elle était, etc. Bon, donc voilà. Alors, il n'était pas là, on l'a condamné, il ne peut même pas faire appel. Mais par contre, la deuxième condamnée dans l'affaire, la dame peut faire appel. Elle a fait appel. Elle a fait. Donc, il suffisait simplement que le procureur vienne dire comme il y a eu appel. Donc, on est en train de reprogrammer l'affaire. Et donc, c'est pour ça que... Ça aurait été une meilleure justification que cette affaire. Ça a été plus plausible. Et donc, ça aurait pu maintenant donner le temps à la justice, parce qu'en ayant vu les manifestations que la décision a entraînées, on aurait pu prendre le temps de réfléchir autrement, jusqu'à peut-être même se taire définitivement là-dessus, ou alors de refaire maintenant le procès et de le blanchir. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde doit commencer par regretter un peu cette décision-là, parce que la décision a été prise. Moi, je ne voudrais pas qu'on considère non plus Sonko comme un citoyen différent. Okay. Il est justiciable. Donc, s'il a commis une faute, il faut qu'on puisse le punir. Oui. Mais que ça soit qualifié de complot politique et que vous essayez de conforter plutôt les gens dans cette thèse-là, je pense que le gouvernement sénégalais est en train de faire une erreur qu'il faut rapidement rectifier. Et maintenant, s'il est fautif, et si la justice a été très claire et très convaincante qu'il est vraiment fautif, la population doit comprendre et on doit l'envoyer en prison. Parce que justement, Sonko a une force, c'est de pouvoir utiliser les réseaux sociaux à son actif. Et aujourd'hui, il est arrivé à convaincre tout le monde qu'il est en train d'être victime d'une machination politique. Et donc, sur cette base-là, aujourd'hui, la paix du Sénégal passe par le fait qu'il soit en liberté. Bon, maintenant, il est en liberté, mais est-ce qu'il est condamné ou pas? Pour le moment, il n'est pas encore condamné, puisqu'on ne lui a pas encore notifié la décision. Bon, donc, à partir du moment où ça va lui être notifié, et on verra la suite. Mais je pense que pour la stabilité du Sénégal, on a plutôt intérêt à ne pas se précipiter pour l'envoyer en prison, mais à refaire un procès beaucoup plus équitable et démontrer véritablement qu'en réalité, il y a eu ou il n'y a pas eu corruption de la jeunesse. Et dans ces cas-là, tout le monde va comprendre et la population peut accepter mieux qu'on le condamne ou qu'on ne le condamne pas. Mais à l'état actuel, quand les gens se disent que c'est lui qui est victime, je pense que l'envoyer en prison, ça va encore déclencher ce que nous avons vu d'assez horrible, et que malheureusement on nous dit que c'est toujours dans les pays africains que ça arrive, et c'est franchement dommage. Vous parliez tout à l'heure de cette justice qui peut-être s'est mis dans une situation plus difficile et où il lui est plus difficile de s'en sortir. Une décision de justice qui a provoqué en tout cas 16 morts selon les autorités, 23 selon Amnesty International, 26 même selon l'opposition. Le verdict a vraiment créé l'ébullition au Sénégal. On voit 2 appels, la patronne du salon de massage qui fait appel, Adji Sarr aussi qui n'est pas satisfaite du verdict, qui fait appel également. Est-ce peut-être une manière pour donner une nouvelle chance à Sonko de revenir et peut-être aboutir à un acquittement pour permettre aussi à la justice de s'en sortir par la grande porte? Je crois que c'est l'occasion pour faire un rétropédalage. Vous savez, dans le procès même, à un moment donné, il y a eu un rapport d'un gendarme qui a dit qu'en réalité, il ne s'agissait pas ni de viol, ni de corruption de jeunesse, que c'était tout simplement une machination politique. Mais ce document-là n'apparaît plus nulle part. C'est vrai que c'est assez subjectif. Mais au moins, ça aurait eu le mérite de le convoquer, de l'écouter à l'audience également. Ça n'a pas été fait en réalité. Et donc, du coup, il y a beaucoup de suspicions qui demeurent. Alors, si on peut trouver cette occasion-là
Parce que normalement, si on fait appel, ce n'est plus devant les mêmes juges. Oui. Alors, si à la cour d'appel, on peut trouver l'occasion de dire le droit, parce que je ne voudrais pas qu'on corrige simplement pour le plaisir du fait que la population ne soit pas d'accord, Oui, ok. mais qu'on puisse dire véritablement le droit. Si Sonko est véritablement condamné, ça dépendra de comment l'audience a été menée, et donc du coup, tout le monde sera d'accord qu'on puisse l'envoyer en prison. Et il doit y aller pour 2 ans, ou selon peut-être un nouveau verdict qui va être donné. Mais si on doit, juste parce que la population est bouillonnante, on doit le laisser, c'est donner une ouverture à ce que tout politicien puisse utiliser ce créneau-là pour rester blanc. Et ça ne serait pas une bonne chose pour nos pays qui se disent État de droit. Gabin Adjaro, les appels, une occasion pour la justice de se rattraper, pour Sonko de finalement peut-être sortir blanchi, pour Adji Sarr de voir sa cause bien défendue, puisqu'elle a estimé que elle reste une victime qui n'a pas vraiment été satisfaite par le verdict. Je l'avais déjà dit ici, hein, c'est une occasion pour la justice de se rattraper. Parce que tout ce qui a été dit, les enquêtes avaient été faites et tout, mais il n'y avait pas des enquêtes à charge et à décharge, et tout montrait que bon, les gens ont tout mis en œuvre pour pouvoir condamner Ousmane Sonko et l'empêcher de participer aux élections présidentielles prochaines. Donc aujourd'hui, pour moi, pour éviter toutes ces choses et encore créer des bains de sang inutiles, je crois qu'il faut quand même dire le droit. Le doyen vient de le dire, il faut dire le droit dans son entièreté pour qu'on y voit clair. Parce que je pense que c'est un procès expéditif qui avait été fait la fois dernière. Peu importe les éléments apportés par les avocats du défendeur, rien n'a été pris en compte. Et en cours de procès, je reviens encore sur ça, on requalifie les faits, on ne permet pas à la défense de préparer sa position et on fait un réquisitoire et on condamne Ousmane Sonko. Ça frise un peu le ridicule. Pour quelqu'un qui veut se présenter à une élection présidentielle, je pense que quand même il faut savoir faire la part des choses. C'est ce que nous manquons de faire en Afrique. Quand un politique s'immisce dans des affaires civiles, peu importe comment ça se fait, on dit que c'est une affaire politique. Ouais. Maintenant, Ousmane Sonko, lui, il est en train de gagner cette bataille-là. La bataille qu'il est en train de gagner, c'est que les gens croient aujourd'hui fermement que c'est une machination politique qui est en train d'être menée contre lui. Surtout après l'entrée en liste du ministre pour diffamation, on a tout vu, on s'est dit que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et avec cette condamnation inopinée d'Ousmane Sonko, on se rend compte que vraiment, la justice n'est pas assez indépendante. Il faut prendre toutes les mesures en compte pour permettre à ce que la justice dise le droit et de façon assez plausible, équitable, claire et nette pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Adji Sarr aujourd'hui, l'accusation, le chef d'accusation qui pesait contre Ousmane Sonko, c'était le viol et menace de mort. Menace de mort, oui. Aujourd'hui, elle veut se prévaloir de quoi pour faire son appel? Corruption de la jeunesse. Corruption de la jeunesse. Puis s'il est acquitté pour viol et menace de mort. Est-ce qu'elle a porté plainte pour corruption de la jeunesse? Ou bien elle a porté plainte pour viol et menace de mort? Vous êtes juriste, dites-nous comment ça se fait. Maintenant, en plein procès, on requalifie les faits en disant que bon, voilà, il y a corruption de la jeunesse. Je pense qu'elle pourrait se contenter de cela. Elle aurait pu se contenter de la corruption de la jeunesse puisque ce n'était pas sa plainte initiale. Donc aujourd'hui, elle n'est même pas en droit de porter plainte ou bien d'interjeter appel pour dire que bon, voilà, je ne suis pas satisfaite de la décision qui avait été énoncée sur le chef d'accusation de corruption de la jeunesse. Elle aurait pu revenir dire non, la requalification des faits ne lui convient pas. Il faut revenir au viol et à la menace de mort. Là, on avait dit que bon, elle est restée droite dans ses bottes. Mais comme elle est manipulée, elle s'est rabattue sur la décision du procureur du ministère public pour dire aujourd'hui qu'elle n'est pas satisfaite de la décision. La condamnation doit aller beaucoup plus que ça. L'amende doit aller beaucoup plus que ça. Ben, est-ce que c'est sa plainte initiale? C'est pas sa plainte initiale que Ousmane Sonko a été condamné? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce qu'elle a même une fois imaginé cette possibilité de corruption de la jeunesse-là? Elle ne l'a jamais imaginé. Et même ses avocats ne l'ont jamais imaginé. C'est le ministère public qui a requalifié les faits et qui
n'a même pas permis à la défense d'Ousmane Sonko de se préparer pour cette recalculation de fait, pour pouvoir trouver les moyens qui allaient contredire Adissa. Je ne sais pas si vous avez eu à suivre le procès, mais quand on a requalifié les faits, Adissa n'a plus rien eu à dire. Oui. Elle n'a plus rien dit. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'éléments pour dire que réellement, cette corruption de la on jeunesse. l'a corrompue. Donc, sincèrement, c'est une situation. Je pense que la justice aujourd'hui, ils doivent arriver à faire une analyse et se racheter en disant véritablement le droit. Je ne dis pas qu'il faut blanchir forcément Ousmane Sonko, mais il faut dire le droit. S'il est coupable, qu'on le condamne. Mais il faut prouver quand même qu'il est vraiment coupable. Il faut prouver. Alors, je voudrais qu'on aborde un dernier aspect très rapidement avant d'aller sur un autre sujet. C'est le timing. L'affaire a commencé en février, mars 2021. On a vu tout ce qui s'est passé avec les émeutes en 2021. Oui. Les procès ont été lancés. En tout cas, les audiences nous sommes en 2023. Le verdict est tombé le 1er juin. Voilà, des appels qui sont faits. On ne sait pas quand ça va commencer. Pour le moment, Ousmane Sonko n'a pas encore la notification du verdict pour le procès de façon normale, avant qu'on parle de l'appel. On sait que les élections ont lieu en février 2024. Est-ce que tu n'es pas fait aujourd'hui pour que, même quelle que soit l'issue du procès, peut-être Ousmane Sonko ne se présente pas? En quelques secondes, rapidement. Non, je crois que c'est clair. C'est clair parce que malheureusement, la justice n'a pas fonctionné comme elle devrait. Je pense que ce qui serait... Il y a deux possibilités aujourd'hui. La première possibilité, c'est qu'on puisse... porter l'affaire au niveau de la cour d'appel et qu'on ait un procès, s'il le faut, médiatisé, public, oui. Et chacun explique convenablement les choses. Si la population comprend, qu'il soit condamné ou pas, il n'y aurait pas de réaction. Sauf si on dit encore mal le droit. Deuxième possibilité, c'est que là, on sera obligé d'accepter une interférence du politique sur le judiciaire. C'est que le président de la République décide d'arrêter la procédure. Où il laisse, on maintient que la décision a été prise et il fait une grâce totale, une amnistie pour libérer complètement de toutes les charges et le gars va aux élections. Ou alors, ce serait la troisième hypothèse, et le pays va flamber. Okay. Et ça, je ne le souhaite pas. Gabriel Diao. Oui, ne pas permettre à Ousmane Sonko de participer aux élections, ce sera véritablement une situation très compliquée pour le Sénégal et les Sénégalais. Déjà que après une décision de justice condamnant Ousmane Sonko, on a vu tout ce qui s'est passé. Depuis le début de ces manifestations, il y a déjà eu une trentaine de morts, plus d'une trentaine de morts, parce qu'entre-temps, il y avait déjà eu 16 morts, une vingtaine de morts avant les autres 16 morts. Donc déjà, c'est une situation assez compliquée. Et si on va l'empêcher aujourd'hui de participer aux élections, ce sera difficile pour les Sénégalais, ce sera une situation très 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 compliquée et ce n'est pas bon pour un pays qui est un modèle de démocratie conclamé tant. Je pense qu'aujourd'hui Macky Sall doit appeler ses hommes et même, puisqu'on sait déjà qu'il interfère dans la justice, il doit quand même appeler la justice pour que la situation se règle au plus tôt pour permettre à ce que Ousmane Sonko, parce que je pense que sur le plan juridique, la base est déjà faussée. Et peu importe le procès qu'on fera, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent même pas croire à une condamnation. Autant si, bon, peut-être, Ousmane Sonko est blanchi, les gens seront contents. Mais quand il sera condamné, je suis sûr qu'il y aura des Sénégalais qui iront en prison là-bas pour le faire sortir. Donc, à ce que le procès soit médiatisé. Et tout le monde pouvoir convaincre les gens par rapport à ça. Mais quand même, ce serait important et intéressant que ces civils-là qui avaient tenu des armes lors des manifestations, qu'on puisse faire une enquête et pouvoir les sanctionner. Officiellement, une enquête a été ouverte. On attend donc de voir la conclusion de ces enquêtes-là. Nous allons tourner la page du Sénégal. Nous revenons au Togo donc pour la suite de cette émission. Première partie pour le Togo, le gouvernement veut sévir contre la dépravation des mœurs. Plusieurs actions ont été posées dans ce sens. On va citer quelques-unes. Le communiqué du ministère de la Culture pour demander aux musiciens, aux cinématographes, à tous ceux qui font dans l'art de contrôler leurs propos, leurs images pour éviter des dépravations. La police s'est illustrée également avec des arrestations entre-temps de Bobo Perita et puis d'un groupe de jeunes qui s'apprêtaient à organiser une partie de chose. Tout récemment, toujours dépravation peut-être au niveau du ministère de l'enseignement, avec cet enseignant qui vient d'être sanctionné pour avoir enceinté une jeune fille. Plusieurs actions se sont multipliées ces derniers temps au Togo pour lutter contre la dépravation. Espérons. Oui, je pense qu'il faut toujours saluer la recherche
du respect de la moralité. Si il y avait eu une valeur africaine qui était chantée à tout bout de champ, c'était cette moralité-là. Malheureusement, la pudeur est en train de fuir nos sociétés. Et ce qui était tabou avant et qui protégeait la société, je pense que maintenant c'est mis sur le marché public et ça c'est vraiment dommage. Jusqu'à ceux qui ont un certain âge, autour des 50 ans, là, ont même du mal à prononcer le sexe féminin ou masculin en public. Là, aujourd'hui, c'est les acteurs, c'est les chanteurs qui l'utilisent sans vergogne en pensant que c'est vraiment bon. Moi, là où il y a le drame, c'est qu'il y a de ces chansons-là dont les enfants ne maîtrisent pas forcément le sens, mais les enfants reprennent ça à cœur. Parce que c'est facile à maîtriser. Parce que c'est facile à chanter. Et quand tu l'entends, c'est avec une certaine vulgarité que ça met vraiment mal à l'aise. Et je pense qu'essayer de corriger ça, ce serait une bonne chose. Ça, on peut dire que je suis d'accord avec le gouvernement sur cette lancée-là. Mais ma crainte, c'est deux axes. Le premier axe, c'est sur le plan social. Que faisons-nous pour aider ces acteurs-là qui n'ont trouvé que ce canal pour avoir de l'argent? Vous voyez, vous prenez, quand vous parlez des mœurs, les gens, la dépravation est liée beaucoup plus à la paupérisation aujourd'hui de notre société. Il y a des gens qui arrivent à peine à manger et donc qui ne trouvent autre ressource que leur corps, ou que de chanter leur corps, ou de présenter leur corps pour avoir des intérêts matériels. Et je pense que le gouvernement ne va pas seulement utiliser le bâton, il faut pouvoir corriger la carotte avec l'aspect social et donner un peu plus de possibilités aux jeunes, et je pense, et les informer, les former pour que les choses se corrigent. Deuxième élément, c'est que malheureusement, notre société manque aujourd'hui de modèles, manque aujourd'hui de personnes qui puissent incarner cette bonne moralité-là. Et c'est vraiment un problème. D'abord, le Togolais aujourd'hui n'est pas habitué à lire. Et donc, on ne lit pas suffisamment des auteurs ou des gens qui sont des modèles de vie. Et donc, on n'a pas d'exemple devant nous. Et pire encore, malheureusement, les exemples que nous avons, c'est des exemples tristes. Vous voyez, par exemple, un fonctionnaire qui fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à va à la retraite. En toute honnêteté, qui est honnête, qui n'a rien volé, qui n'a pas été corrompu. Il n'est même pas capable d'avoir autre chose qu'une moto. Et quelle moto, en quel état? Et dès que les enfants arrivent à un certain niveau de scolarisation, il est coincé, il ne peut plus les arrêter. Donc ça veut dire que l'effort ne paie pas. Et dans le même temps, on va voir un jeune qui pratiquement ne fait rien. On connaît un peu son histoire. On sait qu'il est passé par les regroupements sectaires, ou il est repassé par les mouvements politiques, ou il est passé dans les affaires louches, et il fait de l'argent. Donc ce modèle-là que la société nous fournit aujourd'hui incite à la dépravation. Et enfin, quand on parle de moralité, ça ne doit pas être uniquement lié au sexe. La moralité, c'est un tout. Il y a beaucoup de voleurs dans nos sociétés. Ce que nous appelons souvent les voleurs à col blanc. Les gens qui volent en matière il y a ces éléments-là. Il y a beaucoup d'enquêtes qui n'ont pas été finies dans le pays pour donner des modèles de sanctions. Et donc, du coup, les gens se disent que, ah oui, mais si ceux qui doivent nous éduquer eux-mêmes ne donnent pas des gages d'éducation, pourquoi nous, on va le faire? Si nous n'avons pas les moyens de manger à notre faim et que, entre guillemets, le sexe peut nous le permettre, mais c'est pour nous, on peut le faire. Donc, vous voyez, et enfin, il y a la télé qui nous offre des programmes qui ne sont pas éducatifs en tant que tels. Quand vous voyez même les films qui sont passés à la télé, on ne prend pas le soin de nous expliquer, de tirer une morale. Les enfants voient et chacun prend ce qu'il veut dedans. Il y en a qui sont assis juste pour voir comment les gens sont habillés et ils vont le copier. Aujourd'hui, vous prenez les jeunes garçons qui portent des pantalons. Le pantalon s'arrête un peu juste avant les fesses. Il y a un sous-vêtement d'une couleur très douteuse qui vient après et l'habit vient après. Est-ce que c'est ça notre façon que nous avons de nous habiller?
on va vous dire que quand il y en a qui donnent exemple, ils disent que dans les couvents des vaudous traditionnels, les femmes sont souvent les seins nus. Certes, on comprend, mais vous les voyez, vous les identifiez. Elles ont un pagne blanc avant d'avoir les seins nus. Ce n'est pas des gens qui sont seins nus à tout moment. Quand elles ne sont pas dans les couvents vaudous, elles s'habillent correctement. Aujourd'hui, vous voyez, la mode veut que on soit presque pas habillé. Les filles sont presque pas habillées ou habillées de façon très translucide. Alors quand vous êtes habillé comme ça, vous n'incitez pas à ce qu'on vous considère, ce qu'on vous donne de la considération. Et donc du coup, toute la société plonge en voulant copier des modèles qui ne sont même pas la vérité. Parce que ce que nous voyons dans les films, à la télé, ce n'est pas forcément ce qui est vrai. En France, on ne circule pas en bikini. Et si vous voulez être nu, il y a des plages pour nudistes. Et on ne publie pas sa nudité sur les réseaux sociaux. Et quand vous voulez voir un film pornographique, il faut aller sur un site dédié à la chose. Et normalement, on doit vous demander même l'âge que vous avez avant d'aller là-dessus. Là, vous voyez des jeunes qui publient sur les réseaux sociaux et on va faire partout party, on va faire présentation dessus, on va danser tout nu, etc. Mais c'est des choses qu'on peut faire en privé, strictement en privé. On n'a pas besoin de nous faire voir ça parce que ce n'est pas tout le monde qui veut voir. Merci beaucoup, Spero. Gabin Adjaro, on a évoqué plusieurs aspects. Quel est votre regard sur la situation de façon générale avec ces mesures qui sont prises pour quand même diminuer les effets? Ce sont de très bonnes mesures, c'est à féliciter de la part du gouvernement. Seulement que, bon, souvent dans nos sociétés, quand on prend ce genre de mesures, les effets ne suivent pas par après. Souvenez-vous du déguerpissement des gens à bord des rues qui avaient été faites. Aujourd'hui, quand vous parcourez nos rues, il y a certaines personnes qui sont quand même revenues. Ils sont revenus. Ça veut dire que on prend des mesures, mais le suivi, ça n'y est pas. Maintenant, quand on parle de dépravation de mœurs, ça existe depuis un certain nombre de temps. Depuis plusieurs années, on constate cela. Et quand toi, tu en parles, on va dire, toi, tu es vieux jeu, ou bien tu ne connais rien, tu n'es pas civilisé. Laissez vos histoires de 90 et autres là. Nous sommes la nouvelle génération. Et nos modèles aujourd'hui, c'est seulement ceux qui ont l'argent. Peu importe comment tu as l'argent, le plus important est que tu as l'argent, tu as devenu un modèle. À qui la faute? C'est à la société. À l'éducation. À l'éducation, nous ne sommes que le reflet de notre société. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Avant, quand tu portes certaines choses qui ne répondent pas aux normes, quand tu sors, une personne lambda qui ne te connaît même pas, qui ne connaît pas ta famille, peut te corriger, te ramener vers tes parents, et tes parents vont encore te frapper devant lui. Mais aujourd'hui, si tu fais ça, même les enseignants font ça, mais les parents, ils vont jusqu'à insulter les enseignants, mais c'est toi qui nourris mon enfant, tu paies la scolarité de mon enfant. Les parents aujourd'hui, ça pose un réel problème. Et à la maison, et à l'école, la compagnie que font nos enfants, ce n'est pas vraiment ça. Les enfants qui n'ont pas les moyens, mais quand tu vois leur téléphone, un enfant qui utilise un téléphone de 700 000, de 800 000, de 1 million 200, et quand tu vois les parents qui n'arrivent même pas à avoir 100 000 francs par mois, il faut se poser des questions sur ce que font ces enfants-là. Des jeunes filles qui se font déposer par des grands, parce que pour aller se faire ce genre de choses, c'est contre de l'argent. Oui. Et ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui avons des millions à offrir à ces jeunes filles-là pour pouvoir faire des bêtises, pour pouvoir organiser. En dehors des partous parties, parce qu'eux, ils l'ont dit, mais il y a des piscines parties. Dieu seul sait ce qui se passe là-bas. Ils le disent, non, on va organiser une piscine partie et tout. En réalité, c'est aussi une partous partie. Ce sont ces choses-là qui se produisent. Et quand ceux-là qui sont des modèles que les jeunes doivent copier, ça donne à ce genre de choses, quand tu écoutes certaines chansons, c'est carrément des contenus assez obscènes. Et c'est avec ça que les gens font des trends sur les réseaux sociaux. Tu écoutes les gens, leurs enfants chantent ça et puis ils sont contents. Surtout excusez-moi le terme, les jeunes filles célibataires, mères là, quand leurs enfants chantent ce genre de chansons, elles sont contentes. Elles disent, Efunanou. Elle est civilisée, mon enfant, il est dans l'homme. Et deux petits enfants, deux petits garçons qu'on tresse, à
qui ont mis des peintures dans la tête, en disant il s'est teinté et tout ça, il est à la mode. Nous ne sommes que le reflet de notre éducation, nous ne sommes que le reflet de la société. Et la société togolaise aujourd'hui est en totale déliquescence. Et ces mesures prises permettront-elles quand même de pouvoir atteindre les objectifs visés? C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. Mais quand on s'en tient à la jurisprudence, à tout ce qui s'est passé avant, est-ce qu'on peut faire confiance que les mesures prises auront un suivi? Oui, Parce que... mais au-delà de suivi, ça ne marchera pas. Ça Voilà. ne marchera pas. Ce n'est pas le bâton qui corrige, c'est l'éducation qui C'est corrige. l'éducation. Tant qu'on ne corrige pas, tant qu'on n'éduque pas ça ne marchera pas. les décisions de la police et les communiqués des ministres, ça ne va pas avoir d'effet. Mais le problème, c'est que les gens vont se cacher désormais pour le faire. Ok. Et pire encore, ces jeunes filles vous raconteront qu'elles ont assisté à des piscines parties où il y avait des autorités. Ouais. Bien sûr. Mais ça, personne n'ira. Et naturellement, eux, ils ne peuvent pas faire la publicité, mais ils font. Et c'est eux qui corrompent plus la jeunesse. Oui. Et donc, ce n'est pas en mettant en prison les pauvres qu'on règle un problème sociétal, mais plutôt en éduquant. Il faut former, informer, et il faut corriger. La paupérisation sociale. Les gens sont trop pauvres. Les gens mangent une fois. Regardez, moi j'ai une fille à la maison, je mange une fois chaque 3 jours. Mais la fille m'amène à la maison à manger. Je ne vais pas faire la fine bouche. On ne se pose pas beaucoup de questions. Voilà. Pas du tout. Et c'est ça qui fait la dépravation. Merci. Oui, non. On est sur la même longueur d'onde. C'est aussi ça. Des parents qui laissent les enfants sortir, quand l'enfant rentre et te dit maman prends 5 000, bon, la mère ne se pose pas de questions parce qu'elle n'en a pas. Elle n'a pas les moyens. Si tu te révoltes, est-ce que tu as quelque chose à la maison pour donner à l'enfant? L'enfant va te dire des bêtises. Maman, tu ne me nourris pas, tu ne me donnes pas ceci, tu ne me permets pas de faire des achats ou autres. Je me débrouille par moi-même et tu veux encore me contrôler. Donc, les enfants sortent comme ça, ils reviennent le lendemain par après. Donc, les parents n'ont plus aucun contrôle sur les enfants. Il faut corriger la paupérisation, c'est très important. Quand certains enfants ont les moyens, parce que quelqu'un qui est assez riche, qui est passé par l'orthodoxie financière pour pouvoir avoir tout son argent, ne dépose pas son argent à la maison. C'est ceux-là qui ont pillé l'argent, qui déposent ça, qui mettent ça n'importe où. Et les enfants, quelqu'un qui va prendre 2 millions de son papa, 3 millions de sa maman pour sortir, faire la fête et tout, il revient. Quand il sort, il va rencontrer qui? Des jeunes de sa promotion. Et ces jeunes-là, ils vont voir ça, mais celui-là, il a les moyens et tout. Ça l'expose aussi. Il faut faire très attention. Je pense que tout est à corriger, de la famine, de la paupérisation de la population à l'éducation. Et quand la population est assez nantie, quand les gens vont bien, quand les gens ont 3 fois leur repas par jour, quand ils ont les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants, ils ne seront pas obligés de se vendre de certaines manières. Non, ils ne seront pas obligés de se vendre. Les parents, ils vont bien éduquer leurs enfants. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens que, les enfants, l'éducation les échappe. Merci beaucoup. Nous allons toujours rester au Togo pour le deuxième aspect, pour parler du recensement électoral qui prend fin ce mercredi. En tout cas, la Commission électorale nationale a annoncé, la Commission électorale nationale indépendante plutôt, a annoncé la fin du recensement pour le 14 juin après la prolongation dans la 3e zone. Donc c'est bouclé pour toute l'étendue du territoire malgré les appels à ce qu'on revienne sur certaines zones, notamment la première zone. Spiro. Oui, moi je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'on cesse de faire ce recensement électoral-là. Ça n'a pas de raison d'être. Je pense que le mieux, c'est de permettre à ceux qui ont d'abord leur carte d'identité nationale de pouvoir l'utiliser. C'est une pièce officielle, c'est un acte authentique. Donc, ceux qui ont une carte d'identité nationale l'utilisent. Maintenant, ceux qui n'ont pas de carte d'identité nationale, eux, ils peuvent aller se faire enregistrer. Ça, c'est votre proposition? Oui, c'est une proposition. Okay. Ce qui fait que ça va désengorger un peu plus les périodes. Et puis, normalement, dans un pays où tout est informatisé, si quelqu'un naît aujourd'hui et que c'est informatisé, on sait à quel moment il a 18 ans, on lui fait une carte d'identité ou en tout cas il a les pièces, il peut avoir son nom sur une liste. Quand il va, on consulte, on sait qu'il est là. C'est pas la peine de gaspiller chaque fois de l'argent pour dire qu'on fait un recensement, parce que c'est de l'argent. Bon, malheureusement, on n'a pas vraiment l'argent pour ça. Du coup, le matériel pour pouvoir le faire est parfois un matériel obsolète. Les machines ne travaillent pas vraiment bien. On a remarqué beaucoup de défaillances qui ont été effectivement corrigées au fur et à mesure que les choses sont avancées.
Et du coup, dans certaines zones, tout le monde n'a pas pu se faire enregistrer parce qu'on n'a pas multiplié. D'abord, je pense qu'aussi, on ne s'est pas attendu à ce qui est autant foule. D'affluence, Alors qu'on devait se dire que maintenant que l'opposition appelait aussi ses membres à aller se faire enrôler, ça devait être un déclic pour qu'on installe beaucoup plus de bureaux de vote pour recevoir les enrôlements. On n'a pas anticipé sur la situation. Oui, voilà, malheureusement. Et donc, aujourd'hui, on a été obligé de proroger pour toutes les zones, parce qu'on a déjà prorogé pour la zone 1. Mais malheureusement, ça ne va pas être suffisant. Heureusement qu'on va sortir après la liste et les gens auront la possibilité de se faire corriger. Et on met toujours une liste, on dit il y a les omis. Et donc, dans ce schéma des omis, on va pouvoir remettre un peu de monde également en espérant que ça puisse être absorbé en ce moment-là. Si ce n'est pas absorbé, alors ça veut dire qu'une bonne partie de la population va être laissée à la touche et ça va être encore des troubles sociaux après. On y reviendra tout à l'heure. Gabin Adjaro, les opérations sont officiellement terminées sur toute l'étendue du territoire avec la 3e zone qui a pris fin le 14 juin. Oui, les opérations ont pris fin. Bon, la CENI va se réjouir, mais est-ce que la population est assez satisfaite de cette opération-là? Moi, je ne crois pas. Déjà que dans la zone 1, qui est la zone la plus dense, on a fait ça pendant une certaine période. On a ajouté 2 jours et on a voulu faire ça sur les mêmes pieds d'égalité en accordant 2 jours supplémentaires dans les autres zones aussi, qui ne sont pas si denses que la première zone. Donc, pour moi, c'est une situation qui, ma foi, ne me plaît pas parce qu'il y a eu énormément de choses à dire. La CENI qui a rejeté la fausse sur les OPS. Les OPS qui sont sous son contrôle aussi. Qui sont sous son contrôle, comme si, bon, c'est aux OPS d'acheter les boîtes d'encre et autres. Quand tu manques d'encre, je ne suis pas sûr que c'est à l'OPS de sortir, d'aller acheter avec son argent un encre. Quand les papiers sont finis, ce ne sont pas les OPS qui doivent en acheter. Donc la CENI les OPS aussi ont fait preuve de lenteur aussi par moment. Oui, là on peut les accuser, mais aussi là aussi la responsabilité est partagée parce que ils ont été formés par qui? Ils ont été recrutés par qui? Par la NPE qui les a recrutés et ensuite les a formés au niveau de Togo 2000. Comment est-ce que la formation a été faite pour que ces gens-là n'arrivent pas à assimiler réellement et ne même pas arriver à manipuler un clavier d'ordinateur au 21e, ce qui est si simple. Donc pour moi, c'est une opération. Bon, la CENI va se satisfaire de ça, mais quand même, je pense que dans la zone 1 surtout, il faut revenir, peut-être accorder 1 ou bien 2 semaines pour que les gens puissent se faire recenser. Parce que moi, je me suis amusé à poser des questions à certaines personnes et 28 au moins enchaînés se sont dit, moi je ne me suis pas fait recenser parce que je suis allé 2 fois, je n'ai pas pu, je suis allé 3 fois, je n'ai pas pu. Et voilà, donc ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas pu se faire recenser. Si tu n'avais pas la patience, si tu as des activités, tu ne peux pas laisser, d'autant plus qu'on sait qu'au Togo, on vit au jour le jour. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu manges. Tu ne peux pas laisser ton activité pour aller passer toute une journée devant une salle de service et ne pas se faire recenser aussi. Donc, pour moi, c'est une opération qui a été faite par la CENI. La CENI va être satisfaite, mais la question reste posée. Est-ce que la population est satisfaite? En tout cas, la question reste posée. Un dernier mot, Spéro? Oui, je crois que même si on donnait 2 semaines, ça ne va rien arranger. Pour la simple raison que je connais le Togolais. Tu lui donnes 2 semaines, il va attendre les 2 semaines pour aller le faire. Alors, au lieu de faire ça, il faut peut-être donner des jours réduits, mais multiplier beaucoup plus les bureaux de vote pour que tout le monde puisse y aller. Oui. Et mais là, même, ce n'est pas tout le monde qui ira parce qu'il y en a qui ne sont pas intéressés. Mais je pense que pour la paix sociale, pour la cohésion sociale, il faut donner la possibilité à tous ceux qui voudraient y aller quand même d'aller le faire. Et donc, la CENI gagnerait à nous y conduire. Ok, Gabin Adjaro, un dernier mot? Oui, un dernier mot quand même pour féliciter certains des OPS qui avaient... ils sont partis beaucoup plus tôt que la date prévue. Ils ont eu à subir des choses là-bas. Mais bon, ils se sont aguerris à pouvoir faire bien les opérations et surtout...
aussi féliciter la CENI qui, dans la zone 2, surtout dans la zone 3, a eu à corriger des choses. Ce qu'on a eu à dénoncer ici ne sont plus véritablement reproduits dans la zone 2 et 3. Donc, c'est à féliciter. Maintenant, il faut quand même revoir la situation et rassembler autour les partis politiques pour voir dans quelle mesure on peut aider à ce que certaines personnes qui n'ont pas pu se faire recenser puissent le faire dans le peu de jours que le doyen Spero vient de dire. Ok, d'accord. Merci à vous, Spero Maolé. Je rappelle que vous êtes le président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et analyste politique. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du Monde en 7. Très bonne suite des programmes sur New World.